Bonsoir, bienvenue à vous sur Télécréole dans votre émission Les Experts, votre rendez-vous hebdomadaire où vous pouvez poser des questions, ouh là là, où ça commence chaud ce soir. Alors, donc, votre émission Les Experts, vous pouvez téléphoner, nous appeler au 02 62 566 566 pour poser des questions en tout anonymat, des questions juridiques. Donc, si vous avez des questions à nous poser, nous avons un avocat avec nous ce soir qui vous répond. Bonsoir, monsieur, maître Jean-Jacques Morel. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Comment allez-vous? Ça va bien, vous-même? Ça va, super. Bonsoir aux téléspectateurs. Alors, bonsoir. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler donc au 02 62 566 566 et j'espère que votre semaine s'est bien passée. La vôtre, monsieur maître Morel? Bah, écoutez, ça va, un peu mouvementé parce que c'est la période qui veut ça, mais on garde la forme. On garde la forme, d'accord. Voilà. Alors moi, je suis en super forme aujourd'hui, j'espère que vous aussi. Donc la période qui veut ça, donc j'espère que vous n'êtes pas trop remué par les voitures sono, c'est comme ça qu'on les appelle? Ah bah écoutez, moi je pratique pas dans ce rayon-là, mais c'est vrai que c'est plus dans les communes rurales, les petites communes. Je pense que dans les milieux urbains, on dérange plus les gens qu'autre chose. Donc personnellement, je m'abstiens. D'accord, voilà. Ok. Donc vous êtes abstenu des voitures sono. Alors dites-nous ce que vous en pensez. Hein. On a un premier appel, on va pouvoir répondre à la première question. Bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue chez les les experts. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Bien sûr. Oui, on vous écoute, madame. Voilà, ça fait au moins 2 semaines que j'ai posé une question à Maître Morel. Oui. Pardon. Je vous en prie. On avait 4 000 € à payer avec un huissier. Et comme on ne pouvait pas payer les 4 000 €, on donnait 50 € tous les mois et la DSC, il veut 380 €. Donc, Mme Morel nous a conseillé de faire un dossier à Lieu-d'Homme. Oui. Et là, on a monté un dossier, on a déposé un dossier à Lieu-d'Homme. D'accord. Et on était sur place là. La personne a demandé la surface, il faut faire voir un notaire pour demander la surface du terrain, pour vendre le terrain, pour payer la somme de 4 000 €. Est-ce que c'est normal? J'ai pas compris votre question, madame. Quand vous avez été à Lieu-d'Homme pour retirer votre dossier de surendettement, vous avez rempli le dossier, vous avez déposé le dossier? Oui, on a déposé. Ben alors, donc il faut attendre que le dossier soit traité. C'est pas traité en quelques jours. Faut être patient. Le dossier est à l'étude à Lieu-d'Homme. En principe, Lieu-d'Homme écrit à tous les créanciers, donc dont votre créancier, peut-être celui qui vous réclame la grosse somme. S'il y a d'autres personnes à qui vous devez de l'argent, Lieu-d'Homme écrit à ces personnes. Ok. Oui. Et puis, au bout d'un moment, Lieu-d'Homme regarde si vous êtes recevable à déposer un plan de désendettement qui peut s'étaler sur plusieurs années. Et les créanciers sont remboursés au fur et à mesure, petit lampe. Mais je ne comprends pas comment, au bout de 15 jours, on peut... J'ai déjà le courrier, là. J'ai reçu un courrier, là, hier. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Et c'est qui vous a écrit? Lieu-d'Homme? Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, madame? En me disant qu'il faut voir un notaire, là. Un notaire? Ah oui, mais c'est peut-être pour faire estimer votre terrain. Voilà. Voilà, c'est ça. La valeur du terrain. Voilà, il faut... ça dépend. Si vous avez un titre de propriété, vous joignez, vous envoyez à Lieu-d'Homme une copie de votre acte. Comme ça, on connaîtra la superficie de votre terrain. Vous n'avez pas besoin de voir un notaire pour ça. Il faut joindre l'acte notarié, si vous êtes propriétaire. Si vous êtes locataire... Oui, on est propriétaire. Mais si vous êtes propriétaire, madame, vous avez un titre? Oui. Alors, il n'y a pas besoin d'aller voir le notaire. Vous prenez votre titre, faites une photocopie, vous envoyez à Lieu-d'Homme. Point. Là, je ne comprends pas pourquoi la dame nous a dit si on ne peut pas payer les 4 000 €, ils vont vendre le terrain pour payer les 4 000 €. Là, madame, moi, je ne peux pas... On est à la Ça, télévision. je ne comprends pas ça. Vous voyez, moi, si j'étais vous, je renseigne Lieu-d'Homme en faisant une photocopie de votre acte et je retourne à Lieu-d'Homme pour dire voilà la copie de l'acte de propriété. Mon terrain fait par exemple, je ne sais pas, 1000 m². Et vous verrez bien ce que Lieu-d'Homme va vous dire. C'est vrai que tous les dossiers ne sont pas jugés recevables à Lieu-d'Homme. Il faut un tri. Je vous donne un exemple. Par exemple, les dettes professionnelles, il n'y a pas de plan de surendettement. Il faut passer par une autre procédure au tribunal de commerce. Là, c'est des dettes privées, et je crois bien me souvenir, vous m'avez expliqué que c'était une dette personnelle, privée,
Oui. Donc, si vous avez cette dette-là et peut-être d'autres, vous êtes recevable à faire un plan de surendettement sans forcément vendre votre terrain. Donc, renseignez-vous bien à l'IEDOM. D'accord? Parce que, bon, moi, je vois les choses un peu de loin, mais ça, c'est plus un travail. Je dirais c'est une mission spécifique à l'IEDOM, le surendettement. Et là-bas, vous allez trouver une secrétaire ou une employée dont c'est le métier qui pourra bien vous renseigner. D'accord? Parce que là, sur le courrier, on voit qu'il me demande encore, on a donné tout, là, 3 relevés de compte. De toute façon, je vais vous dire, un terrain, ça ne se vend pas comme ça, il faut 1 an pour vendre un terrain. Donc, si vous faites un échéancier avec votre créancier, ben, vous allez pouvoir payer au fur et à mesure ce que vous devez. Peut-être essayer de verser un peu plus que 50 euros. 50 euros, c'est peut-être un peu faible. Ben là, oui, parce que je nous ai demandé, ben là, on va essayer de, comme on a expliqué ça aux enfants. Oui. Et les enfants ont dit, bon, ils ne veulent pas qu'on dépose le dossier là. On récupère le dossier à l'EDA. Oui. Et ils vont nous aider à payer. Ah ben comme écoutez, si les enfants vous aident, si les enfants vous aident, madame, c'est mieux. Oui. Si vous faites un échéancier et vous payez un peu plus, peut-être 200 euros par mois, ça vous permet de régler votre créancier principal sans déposer de dossier. À mon avis, c'est mieux. Mais la dernière fois, oui, c'est mieux de monter un dossier à l'EDA. Parce que moi, je ne peux pas vendre le terrain, parce que c'est un bien qu'on a eu avec les parents. Moi, je voudrais garder ça pour mes enfants plus tard. Oui, mais c'est évident. Hein. Moi, je ne vous ai pas dit qu'il fallait vendre. Je vous ai demandé si vos enfants pouvaient vous aider. Vous m'avez dit que c'était difficile. Donc, je vous avais dit de tenter le surendettement. Là, vous me dites que les enfants peuvent vous aider. C'est mieux s'ils peuvent vous aider. Hein? Oui. Faites comme ça, madame. Et quand on demande la VSL, on demande 380 euros. Et si on donne 300 euros, est-ce qu'ils vont recevoir, ils vont prendre les 300 euros là? Ben, et ça, ils sont obligés de prendre. Hein. C'est une négociation avec l'huissier. Mais si vous donnez de l'argent, ils ne vont pas refuser. Moi, je ne connais pas trop de gens qui refusent de prendre de l'argent. Ben oui, moi aussi, mais si les gens me donnent, mais je prends aussi. Voilà. Hein. Voilà. Mais si ce n'est pas fini d'ici le mois de décembre, les 380 euros, ben ils vont continuer la procédure là. Madame, je ne peux pas vous dire d'autres choses là. Hein. Si vous voulez sortir de la procédure EDOM, vous voyez vos enfants et vous payez tous les mois avec l'huissier. Voilà ce que je peux vous répondre. D'accord? D'accord. Donc voilà. faut payer. On paye directement avec l'huissier là-bas. Bien sûr, c'est avec l'huissier qu'il faut payer, avec personne d'autre. Et l'huissier vous donne un reçu. Si vous payez en espèces, d'ailleurs, même si vous payez en chèque, vous demandez un reçu. D'accord. D'accord? Merci beaucoup. Mais je vous en prie, madame. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci madame, on vous souhaite une très bonne soirée. Donc vous l'avez compris, Maître Morel est à votre disposition ce soir pour répondre à vos questions. Alors j'espère que vous êtes en forme parce que le standard explose. Il va falloir... allez, on va prendre l'appel suivant. Bonsoir. Bonsoir Maître Morel. Bonsoir. Bonsoir. Je vous téléphone de Saint-Denis. Oui. Je suis une personne âgée de 77 ans. D'accord. J'habite au centre-ville. D'accord. Donc j'ai quand même un logement en dur, sécurisé. Ok. Et depuis 17 ans à la retraite, ayant vendu un bien, j'ai mis chez moi de l'argent en liquide et en grosse coupure. Oui. Sécurisé dans une armoire inviolable et dans un petit coffre. Oui. Je m'étais absenté parce que je suis allé en France pour être opéré du cœur. Oui. Et pendant mon absence de 6 mois, lorsque je reviens, mon appartement en plein centre-ville était sans dessus-dessous. Oui. Et donc, évidemment, je constate que l'argent que j'avais avait disparu. Alors j'ai porté plainte. La police scientifique est venue, a pris des empreintes, et ils m'ont dit, monsieur, c'était par infraction par une fenêtre de chambre qui n'était pas très consolidée. La police scientifique me dit que c'est l'œuvre de quelqu'un qui vous connaît très bien et qui est au courant de vos affaires. Bref. Alors donc, je porte plainte et je désigne ma voisine, une de mes voisines au-dessus, qui est une dame qui change d'identité. C'est important. Elle se fait appeler Madame Intel alors que son identité est autre. Et c'est une femme, donc, je vais qualifier de mœurs légères, bien que à partir de ses 70 ans. Et alors, donc, cette dame a commandité le vol chez moi. Comme elle était au courant de mes affaires, vous savez, les femmes, moi je suis veuve sans enfant, elle s'est incrustée chez moi et alors à tout propos et tout, voyant que j'avais le porte-monnaie un peu facile, donc elle a fronté ses affaires, donc j'ai porté plainte, j'ai désigné cette dame, j'ai désigné donc
Elle était la commanditaire. 20 mois après, rien. Alors que les empruntants très élevés, il n'y a rien. Donc j'essaye de joindre les enquêteurs au commissariat de police. Ils me disent on va vous rappeler. Rien. Donc, comme j'ai pour voisin un fonctionnaire de la BAC, et donc il me dit, vous savez, il n'y a qu'une chose à faire, si on ne vous répond pas, vous envoyez un courrier au procureur de la République en lui exposant, en lui donnant le numéro de votre plainte et lui exposant les motifs, et il lui va se charger de relancer l'affaire. Parce que moi, quand je vous dis je veux joindre les enquêteurs, on va vous rappeler, il n'est pas là, il est en congé. Bon. Alors donc, j'adresse ça début janvier au procureur de la République, et je rencontre donc par hasard un commandant de Malartic qui me dit vous avez bien fait parce que automatiquement le procureur va nous envoyer votre plainte et on va réallumer l'affaire. Depuis le janvier à ce jour rien. Parce que, en d'autres termes, cette dame qui était la commanditaire était au courant de toute ma vie, de mes affaires et tout, et elle a eu pendant 3 mois des ouvriers chez elle pour faire des travaux, et elle a dû vendre la mèche auprès de ses ouvriers. J'ai signalé ça donc au procureur. Et bien, à ce jour, rien. Que dois-je faire? Alors, monsieur, moi d'abord, ce que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est cette dame qui a commandité... Attendez, laissez-moi finir. Si vous ne laissez pas finir ma question. Qui chez moi et qui était au courant, puisque j'étais ma voisine au courant de mes affaires et tout, je la désigne. Oui, non mais vous la désignez, mais ça ne suffit pas en France. Parce que vous comprenez, comme j'habite dans un immeuble qui est sécurisé, personne ne peut rentrer chez moi. Oui, et j'ai une agence immobilière comme voisin, comme fonctionnaire de la BAC. Monsieur. Donc, quiconque serait rentré chez moi à mon absence aurait été remarqué. J'ai un appartement qui est sécurisé, qui ferme de partout. On ne peut pas rentrer chez moi sans que ça ne se voit. Alors voilà ce qui m'autorise à désigner cette dame. Oui, mais monsieur, c'est pas suffisant en France de désigner quelqu'un pour le faire condamner. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Si je dis à la présentatrice ce soir, c'est la demoiselle qui a volé mon stylo tout à l'heure, elle va me dire c'est pas elle. Ben, si j'ai pas de preuve que c'est elle, attendez, laissez-moi finir. Attendez, monsieur, si vous me posez une question, vous n'écoutez pas ma réponse, on ne va pas avancer. J'écoute. Bon, donc ce que je vous explique, c'est que dans le système pénal en France, il y a une règle de la preuve, d'accord? Donc vous avez déposé plainte et vous avez fait part de vos soupçons, si j'ai bien compris. Hein, vous avez dit voilà. Cette dame, elle venait chez moi, on était plus ou moins amis, copains. Oui, pendant 3 ans, oui. Voilà, et donc elle a appris à un moment donné, elle a dû, au terme d'une indiscrétion, je ne sais pas si vous alliez prendre de l'argent de temps en temps dans l'armoire, elle a dû apprendre que vous aviez vos économies qui étaient cachées là, c'est ça? Comme j'ai une belle retraite, j'avais le porte-monnaie facile, et si et là, donc c'est de fil en aiguille. D'accord. Moi, je vous dis que je suis persuadé. D'accord, non mais moi je ne remets pas en cause. Non, monsieur. Monsieur, je ne remets pas en cause votre conviction, moi. Je vous explique comment ça marche. Vous me posez une question, il faut écouter la réponse. Je vous explique pourquoi il n'y a pas eu de suite. Bon, le fait que vous soyez convaincu que c'est elle la voleuse, c'est une chose. Mais je vous explique. La commanditaire. Mais oui, peut-être la commanditaire, peut-être aussi c'est elle qui est venue avec quelqu'un d'autre. Non, elle a 70 ans, elle ne tient plus debout. Oui, mais elle a pu trouver, je ne sais pas moi, quelqu'un de sa famille. Quelqu'un de sa famille. Se trouver chez elle. Voilà. Alors, monsieur, s'il vous plaît, on va laisser Maître Morel parler. Vous voulez que je vous réponde, il faut écouter. Merci. Voilà. Merci. Eh bien, monsieur, ce n'est pas suffisant. Un enquêteur, d'accord, de police, il a dû prendre votre dossier, si le travail a été fait, et il a dû convoquer, il a dû examiner vos éléments, vos doléances. Il a peut-être convoqué cette dame d'ailleurs, qui a dit c'est pas moi. S'il n'y a pas d'autres éléments qui permettent d'aller plus loin, le procureur il classe. C'est cruel à dire, mais c'est comme ça, parce que des plaintes, il en reçoit tous les jours. Il met à l'enquête un certain nombre d'entre elles. D'accord? Parfois d'ailleurs, ça peut mettre du temps. Ça date de combien de temps votre vol là? Vous l'avez découvert quand? Ça remonte à quand? 20 mois. 20 mois, donc ça fait quand même longtemps. Donc si vous voulez, le procureur classe, je poursuis, écoutez-moi bien. Pas d'éléments,
le procureur classe. Alors, à partir de là, vous, la seule possibilité que vous avez de relancer l'enquête, c'est pas de multiplier les coups de fil au commissariat de police. Hein, bon, ça sert à rien. D'accord? Si vous l'avez fait une fois, hein, vous avez écrit une lettre, vous avez vu un commandant de police que vous connaissiez, il faut en rester là au niveau de la police. Par contre, il existe une démarche judiciaire qui vous permet, via un avocat, de porter plainte à nouveau, cette fois-ci non plus auprès du procureur de la République ou des enquêteurs, mais auprès d'un juge d'instruction. Ça s'appelle une plainte avec caution de partie civile. Et cette plainte, elle va relancer l'enquête. Alors attention, relancer l'enquête, si je prends l'exemple du stylo tout à l'heure avec la présentatrice, on va à nouveau enquêter pour savoir si on trouve le stylo, si, bon, il n'y a pas quelqu'un qui l'a vu avec. Mais s'il n'y a pas de preuve, monsieur, même si un juge d'instruction enquête, et là, un juge d'instruction va enquêter parce que c'est la loi. Si le juge d'instruction ne trouve rien et que la dame, elle dit, écoutez, fouillez mon appartement, moi, j'ai rien à me reprocher, j'ai pas changé de train de vie, mes comptes en banque, visitez-les, il n'y a rien à redire, et qu'il n'y a pas eu de témoin, parce que c'est ça le truc. Vous me dites, ils ont commandité, on casse pas une porte et une armoire blindée comme ça. Est-ce qu'il y a des voisins qui ont entendu quelque chose ? Est-ce qu'il y a eu des bruits bizarres une nuit ? Bref, est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de dire que cette voisine, elle est liée à cette effraction et à ce cambriolage? S'il n'y a pas d'éléments, même le juge d'instruction, il va conclure à un non-lieu. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et si je peux me permettre une remarque personnelle, mais là, ce n'est pas une remarque de juriste, c'est une remarque de bon sens. Quand on a beaucoup d'argent, surtout en liquidité, ben, soit on les met sur un compte en banque, soit on loue un coffre à la banque pour les mettre dedans. Parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais, hein, de nos jours, on sait comment ça se passe, on vole tout, hein, on vole les voitures, on vole les banques, on vole tout. Bon, donc à partir de là, il faut être très prudent. Et quand on a des grosses sommes en liquidité, ou des bijoux, hein, que sais-je, il aurait été prudent de louer un coffre à la banque. Donc voilà, moi, ce que je vous conseille de faire, en d'autres termes, si votre affaire remonte à 20 mois, ça me paraît relativement ancien. Faites attention d'ailleurs à la prescription qui est de 36 mois. Hein, donc là, il vous reste que 16 mois pour déposer cette fameuse plainte avec caution de partie civile entre les mains d'un juge d'instruction. Mais pour ça, il vous est nécessaire de consulter un avocat. Est-ce que je vous ai répondu, monsieur? Même, je veux dire, à titre privé, vous demandez un conseil pour un avocat. Pardon? Je voudrais, à titre privé, venir vous consulter pour avoir... Ah oui, non, mais moi, ce soir, si vous voulez, je ne suis pas là pour faire la publicité en disant qu'il faut venir voir. Ouais, si vous voulez. Non, monsieur, les avocats, moi, oui. je suis dans l'annuaire, je suis dans le tableau des avocats. On est 200. On est 200 à Saint-Denis. Oui, donc, oui, on reconnaît. Oui, non, mais si vous voulez, moi, vous voyez ce que je veux dire, vous me mettez mal à l'aise. Là, je ne suis pas là pour vous donner ma carte professionnelle et pour vous donner mon numéro de téléphone. Hein, voilà, ça ne se fait pas. Voilà, bon, donc moi, si vous voulez, hein, je suis comme un médecin de ville, je suis avocat de ville, j'ai pignon sur rue, donc si vous souhaitez me rencontrer, mais il y a d'autres confrères qui sont très bien aussi, à ce moment-là, vous prenez un rendez-vous, hein, mais je ne peux pas, moi, je suis très mal placé pour, à l'antenne de Télécréole, vous dire si, venez me voir, il n'y a pas de problème. Voilà. Écoutez, merci monsieur. En tout cas, votre histoire était très bien, un très bon scénario pour un prochain film, je pense. Ce sera un très bon scénario. C'est vrai qu'il est embêté le monsieur, hein, s'il a perdu toutes ses économies. Oui, bien sûr, je comprends. Alors, on va prendre le prochain appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Mme Morel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue. Voilà, déjà, félicitations pour l'émission. Hein. Il y a donné un peu, donc c'est l'air du mon abonné de l'aide. Et Mme Morel, c'est bien gentil, merci. Les laisse tout seul, donc. Pardon? Vos confrères vous laissent tout seul? Ah ben là ce soir, oui, ça arrive, hein. Ça arrive, okay. Mais bon, on assure donc, quand même, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ok alors. Donc Mamie appelle suite au fraude depuis que il est passé ces dernièrement. Hein. Oui, cause à vous. Le mur mon voisin, il est effondré, c'est un mur, on va dire un mur soutènement qu'il a fait. Oui. Il a tombé sur une maison du bas. Mais quand son mur est tombé, ouais. La arrache un bout de l'émine avec. La arrache quoi? Un bout de l'émine a tombé. Ah, un bout d'autre mur. Quand l'autre mur a tombé, la arrache un bout de la vôtre. Voilà. D'accord, ok. Donc, les experts sont venus. Oui. Les 3 experts sont venus. Donc,
Au niveau les experts, bon, on a dit chacun le mieux que ça n'était pas bon pour que les chaînes a tombé, D'accord. pour que les mains a tombé. Donc, la maison du bas, bon, on va dire que les victimes, les assureurs ont remboursé les préjudices subis, on va dire. C'est ça. Donc, mon expert, j'ai moi comme ça, il faut me chercher une société pour faire une étude. Ben, le mieux que on va dire que les instables, en fait, on avait un enrochement, la montée un peu moins long devant, mais qui n'est pas fait par une société. D'accord. Mais mon voisin, quand il a fait son mur là, il y a même un arrachement dedans. Donc il fait, bon, ben, en fin de compte, son terrain a glissé, tout son enrochement, on n'avait pas de. Comment on appelle ça, pour de l'eau sortir, on fait un tuyau PVC là. Comme on a fait mon mur ballon. Oui, c'est les barbacades, non, c'est pas ça? Les trucs pour faire sortir l'eau. Voilà, c'est ça. Donc là, moi, à l'aide d'aujourd'hui, mon assurance, c'est quoi la procédure au niveau de l'assurance? Est-ce que vous avez fait une déclaration à votre assurance, monsieur? Oui. Bon, et votre assureur, qu'est-ce qu'il a dit? Il couvre ou il couvre pas? Ben là, l'expert est venu. L'expert de qui? L'expert de l'assurance? L'expert de l'assurance. D'accord. L'expert était là. Alors, l'expert, il y avait l'expert de votre assurance à vous, l'expert de l'assurance du voisin, c'est ça? Oui, voilà, les trois. Et le troisième, c'est qui? Ben, ça me mieux là comme si c'est sa maison. D'accord, ok. Et alors, et donc les trois experts, ils ont fait un rapport commun ou chacun a fait son rapport? Mais là, pour qu'on gagne c'est ça. rapport. Ben là, il faut attendre le rapport d'expertise. À mon avis, il y aura 3 rapports. Hein. Chaque expert va faire son rapport. Comme il dit en créole, mardi gras, chacun son borne. On a les 3 experts, 3 rapports. Et avec les 3 rapports, les assurances vont mettre d'accord azote entre elles pour savoir quel est le propriétaire qui est responsable, quel est le mur qui était mal fait, par exemple. Oui. Et c'est l'assureur du propriétaire qui a le mur mal fait qui va devoir payer la facture. D'accord? Voilà comment ça se passe. Mais là, il faut attendre de recevoir les rapports d'expertise. Les rapports d'expertise. Ah ben oui. Quand même. Ben oui, parce que là, on a un élément technique, là. Oui. Ça s'est écroulé. Pourquoi ça s'est écroulé? Et un mur, vous savez, un mur, c'est quelque chose de très précis hein, sur le plan de la hauteur, de la largeur. Si plus un mur est haut, plus la fondation doit être importante. Hein, la base doit être large. Il y a des systèmes d'évacuation d'eau et on regarde si le mur est fait dans les règles de l'art ou pas. Donc si le mur s'est écroulé, s'il y a eu un glissement de terrain, c'est qu'il y avait un problème. Donc là, attendez les rapports d'expertise et quand vous avez les rapports, vous vous mettez en contact, vous rapprochez de votre assureur pour savoir ce qui va se passer. Ok, mais quand même, l'expert demande à moi de faire un devis quand même par les... Oui, alors ça mange, comme on dit, ça mange pas de pain, ça coûte rien. Oui. Vous allez voir une entreprise en disant si les confie à vous la reconstruction du mur, combien il coûte? Ou s'il ne pas rien, ou là, ou demande une estimation. Ça s'appelle un devis ou une facture pour format, mais pour le moment, vous ne signez rien. Et ça, c'est intéressant parce que ce devis, vous allez devoir l'apporter à votre assureur pour dire voilà, chez moi, ça coûte tant d'euros de reconstruire mon mur. Ok. Ok? On fait comme ça? Ok. Puis si jamais ça ne règle pas, mais écoutez, vous rappellerez les experts la semaine prochaine ou dans 15 jours. Oui. Ça ne sera peut-être pas moi, mais comme je disais à votre prédécesseur, il y a d'autres très bons avocats qui viennent sur Télécréole. Merci, je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Bonne soirée. Merci monsieur, bonne soirée. Alors j'espère que ça va toujours chez vous. 02 62 566 566. Bienvenue chez les experts. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir oui, monsieur. Bonsoir monsieur. Bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir maître. Bonsoir monsieur. Voilà, j'ai un petit problème de voisinage. Oui. Je voudrais juste votre renseignement. Et voilà. À côté de ma maison, il y a un terrain abandonné. Bon, abandonné. Et le propriétaire, il s'occupe pas de comment entretient le terrain. Ça fait que les herbes, les arbres, des lianes, tout ça, ça commence à pousser tellement haut, ça commence à pénétrer sur ma maison, sur le toit de ma maison. Mais le problème qui me cause, c'est que les feuilles là, ça tombe, ça bouche mes gouttières. Ça fait que ça fait quand il y a des pluies ou le mauvais temps, ça fait que toute de l'eau, ça passe de gouttière, ça s'arrête pas de tomber sur ma maison. Je vous dis qu'est-ce qu'on peut faire
En plus, j'ai téléphoné, ça fait une semaine, j'ai téléphoné pour lui dire de couper, mais le propriétaire, il n'a pas tenu en compte. Qu'est-ce que je dois faire, maître? Monsieur, est-ce que vous avez les coordonnées de votre voisin? Parce que j'ai compris qu'il n'habitait pas là. Non, il est mon voisin. Alors, il a un grand terrain. Mais est-ce qu'il habite à côté de chez vous? Oui. Ah ben elle est bon. Donc moi je pensais que le terrain n'était pas occupé. Non. Donc monsieur, une fois que lui répondent pas ou t'appelles téléphonique ou lui envoyer ou balader là, parce qu'il dit oui, il fait rien. Oui. Voilà. Donc là, hein, comme dirait Madame Hone, il faut faire une lettre recommandée. D'accord. Ok? Une lettre recommandée avec accusé de réception. Oui. Où lui dites monsieur, hein, vous êtes mon voisin et voilà les problèmes. Oui. Hein, à savoir que vos plantations débordent chez moi. Oui. Il y a des paquets de feuilles qui tombent. Oui. Ça bouche mes gouttières. Bref, vous expliquez. Oui, d'accord. Et vous lui dites, pour conclure, je vous mets en demeure de vous mettre en conformité avec la loi, de couper tout ce qui dépasse. Oui. Et de vous mettre à une certaine distance du mur. Parce que la loi, si vous voulez, prévoit, hein, en fonction de la hauteur de la plantation, qu'il n'a pas le droit d'avoir des arbres, par exemple, qui sont à moins de 2 mètres du mur séparatif. Oui. Hein, en fonction de la hauteur de l'arbre, la distance change. Oui. Donc vous lui demandez de reculer en quelque sorte, puis ça dépasse, de couper, d'élaguer. Oui. Tout simplement. Oui. Et vous attendez qu'il vous réponde. Combien de jours? Ah ben moi je vous conseille d'attendre par exemple, je sais pas, moins 15 jours. Hein, non plus, il n'y a pas le feu au lac pour couper. Hein, Oui, d'accord. Bon, 15 jours, s'il vous répond, il dit bon c'est vrai, il a été un peu négligent, il fait. Très bien, ça s'arrête là. Oui. S'il ne vous répond pas, hélas, il va falloir avoir recours à un avocat. Donc, vous prenez rendez-vous chez un avocat en ville et vous amenez donc tout ce que vous avez, les photos, etc. L'avocat, il va procéder comme ça. On va faire un constat d'huissier d'abord pour constater qu'il y a des plantations voisines qui débordent chez vous. Oui. Et dans un deuxième temps, il va faire une procédure de référé pour obliger donc, votre voisin à enlever donc, ce qui vous gêne. Oui. Il va demander au juge des référés de condamner votre voisin récalcitrant à ôter les plantations qui vous ennuient et qui sont manifestement, d'après ce que vous me dites par rapport à la proximité, contraires au Code civil. Oui. Donc dans un premier temps, lettre recommandée. Oui. Ben voilà. Mais je dois faire des photos aussi? Oui, vous pouvez faire des photos, mais bon, et comme il est sur place, il suffit qu'il ouvre sa fenêtre, et il va pas dire que ça n'existe pas. Faites des photos si vous voulez. Oui. Mais s'il y a un procès, il faudra un constat d'huissier. Hein. Ah oui, parce que l'huissier, il prend des photos, mais les photos de l'huissier, elles valent plus que nos photos à nous. C'est-à-dire que vous et moi, on prend des photos, ça vaut à titre informatif, mais un huissier qui prend une photographie, ça a un caractère officiel et ça fait foi devant le juge. Ah, d'accord. Ah ben oui. Je cherche un avocat, tout d'abord l'avocat. Non, d'abord faites la lettre. Faites la lettre d'abord. Pour la lettre, vous n'avez pas besoin d'avocat. Faites seule la lettre. Oui. La lettre, elle est adressée à votre voisin. Voilà, c'est vous qui faites la lettre en recommandé, hein. N'oublie pas. Recommandé. Après, si ça répond pas dans 15 jours... Ah ben si dans 15 jours, 3 semaines, il fait le mort, il siffle le matin quand il passe au cas, je dis monsieur, bon attends, m'occupe de où? Là, vous prenez un avocat. Oui, d'accord. Après, c'est l'avocat qui va engager un huissier. C'est l'avocat qui va vous... bon, ça va vous faire des frais, bien sûr. Il y aura des frais d'huissier et d'avocat, mais l'avocat va s'occuper de tout. Il va commander l'huissier, il va engager la procédure pour obliger votre voisin à se mettre en conformité par rapport à la loi. Parce qu'il y a des règles. On ne peut pas empiéter chez quelqu'un comme ça avec un arbre. On ne peut pas avoir une vue chez quelqu'un. Hein. Il y a des gens qui se croient tout permis. Bon, ben, c'est comme ça. Mais bon, il y a des règles et... Quand vous avez affaire à quelqu'un de raisonnable, ben, il accepte de couper ses branches. Oui. Et quand vous avez affaire à quelqu'un de buté, on est obligé, tape pas lui surtout, parce que nous avons une société, nous avons des lois, mais il faut passer par un tribunal, monsieur. Oui, mais maître, je voudrais renseigner aussi. Supposons, j'ai pris un avocat, un huissier, tout ça, bon, d'accord. Et bon, il a eu peur, il a fini par couper, mais après 5-6 mois, ça recommence. Si il ne tient pas sa parole, comment faire, maître? Bah écoutez, le problème, c'est que vous aurez une décision. Maintenant, ça va régler le problème maintenant. S'il fait ça à chaque fois, l'idéal, ça serait de demander qu'il soit condamné à vous payer des dommages-intérêts aussi, pour rembourser vos frais de justice et peut-être des dommages-intérêts pour nuisance de voisinage et comportement qui est incivil, qui est excessif. Mais bon, c'est pas forcément facile à obtenir des dommages-intérêts devant un tribunal pour ce type
pour ce type de préjudice. Ah, Enfin, d'accord. bon, à mon avis, vous lui faites un procès une fois. Ça va lui coûter des frais d'avocat. Hein, il va devoir payer un certain nombre de choses. Mais c'est qui va payer? C'est moi qui va payer. Non, mais lui, il va devoir payer son avocat aussi. Donc, il s'en souviendra, croyez-moi. Ah, d'accord. Ah ben oui. Oui. Mais docteur, maître, après 15 jours, supposons que je prends un avocat pour réclamer mon droit, et ça va prendre combien de temps, ça, hein? En référé, ça peut aller assez vite. Hein, ça peut prendre peut-être, je dirais, à peu près 6 semaines. Ah, 6 semaines. Voilà, ça peut aller assez vite parce qu'on est en référé. La procédure de référé, c'est une procédure qui va vite. La justice est un peu lente, mais en référé, elle va vite. Ah. OK? D'accord, bien entendu, maître. Bonsoir, monsieur. Oui, merci beaucoup. Merci. Ouais, ben, je vous en prie. On espère Allez, au pour revoir. vous qu'une fois suffira. Voilà, donc on va tout de suite accueillir l'appel suivant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue chez les experts, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, maître. Je vous écoute, monsieur. Oui. Oui, donc j'ai 2 questions à poser. J'habite dans un immeuble, je suis un handicapé, un aveugle. Et j'ai fait contrat avec un privé et qui est géré par une agence. Et cette agence, j'ai demandé le nom du syndic, m'a dit non, c'est eux qui gèrent tout. Donc dans cet immeuble, il y a 10 appartements, il y a 2 SCI. Et sur le contrat de logement, donc c'est mentionné tout simplement SCI, point. Et si on a besoin de discuter avec cette SCI, il faut passer par l'agence, mais on ne va jamais le gérant ou le propriétaire de cet appart, car j'ai beaucoup de soucis de ce côté-là. Alors j'ai 2 questions à poser. La première question, est-ce que c'est normal que chez un contrat de bail n'ait pas noté le nom au gérant et son adresse complète? Première question. Alors, attendez, pour que je comprenne bien, monsieur, vous êtes propriétaire de 2 appartements? Non, je suis locataire. Ah là, vous êtes locataire, mais de 1 appartement alors? Voilà, exact. Et votre bail, il est passé avec qui? Avec une SCI? C'est noté dessus, SCI. Non, mais il y a marqué SCI quelque chose quand même, SCI Waro ou C'est SCI? tout, SCI tout simplement. Ah non, déjà, il y a un problème parce que SCI, ça veut rien dire. SCI, ça veut dire Société Civile Immobilière, mais à côté, il y a un nom. Vous voyez ce que je veux dire? Une SCI, hein, c'est comme une SARL, il faut qu'il y ait quelque chose après. Oui, je sais. Bon, donc déjà, là, il y a une anomalie. Il faudrait lui dire SCI comment? Je sais comment ça fonctionne. Est-ce que c'est SCI Paillette? Est-ce que c'est SCI du Schmoll? Il y a un souci. Bon, non, mais je n'ai pas noté. Non, mais déjà, vous pouvez rien. exiger que ça soit noté pour pouvoir avoir les coordonnées de cette SCI et son adresse. Voilà, exactement. Parce qu'une fois que vous avez le nom de la SCI, vous pouvez demander un document au tribunal de commerce qui s'appelle extrait cabis, qui vous permet de savoir où cette SCI elle réside. Maintenant, ça ne vous permet pas forcément de connaître le nom du gérant. D'accord. En tout cas, l'agence n'est pas obligée de vous donner le nom du gérant. Mais si vous avez le nom de la SCI et son siège social, c'est-à-dire si vous savez où c'est qu'elle habite cette SCI, vous allez pouvoir, à travers l'extrait cabis que je vous indiquais tout à l'heure, avoir des précisions, notamment qui est gérant, qui compose le capital social, à qui appartient le départ. Vous pourrez avoir des précisions. D'accord. Et à ce moment-là, écoutez, si l'agence ne vous donne pas satisfaction et ne fait pas bien l'interface entre vous, locataire, et la SCI propriétaire, vous pourrez intenter une action. Éventuellement d'ailleurs, moi si j'étais de votre affaire, j'intenterais l'action de façon commune contre l'agence qui ne fait pas son travail et contre la SCI que vous allez identifier. D'accord. Et aussi, une deuxième question, c'est concernant la partie commune entre mon appart et l'appart du voisin. Donc, lui, il a empiété dessus. Il a mis une bâche en haut. Et or que là, il y a la toiture au-dessus de là-haut, il y a plus de 5 mètres, 6 mètres, il y a la toiture. Mais il a barricadé juste derrière ma fenêtre en mettant sa porte d'entrée principale qu'il a déplacée. Il a mis une baie vitrée aussi sur cette terrasse. Il y a une partie qui sert comme débarras, ça sent mauvais. Alors, que dois-je faire de ce côté-là? Alors, vous devez faire quoi? Par rapport à l'odeur? Par rapport à l'odeur, par rapport à ce qu'il a empiété sur la partie commune. C'est-à-dire, lui, il a dans la partie commune. Et moi, je suis embêté par rapport à ma fenêtre de cuisine qui tombe sur cette terrasse. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut faire un recommandé avec accusé de réception à l'agence et dénoncer ce qui se passe. Voilà. D'accord. Voilà. Mais d'accord, bon, maître. C'est le bon. problème, donc, ceci étant dit... il y a un courrier ou 2 courriers, je fais? Non, un seul pour le tout. Vous pouvez faire un seul courrier recommandé pour le tout. D'accord. Voilà, mais bon.
attendez-vous quand même à ne pas régler votre problème comme ça. Hein. C'est pas. Vous savez, quand il y a une agence qui fait pas bien son travail, hein, on veut pas vous donner le nom du syndic aussi, c'est ça? Il n'y a pas de syndic. Non, déjà il y a un problème là. Hein. Il n'y a pas de syndic, il n'y a pas de nom de. C'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Hein. Hein, moi, je me permettrai un conseil très pratique, si vraiment, sauf si c'est un appartement extraordinaire, si vous n'êtes pas très attaché à cet appartement, moi je vous dirais donnez votre préavis et déménagez. Hein. D'accord, le préavis de 3 mois. Est-ce que je dois donner 3 mois ou en 3 mois. 3 mois de préavis. D'accord. Recommandé avec accusé de réception. En 3 mois, vous prenez vos clics et vos claques, vous partez. Dit monsieur, ça. Ben oui, attendez, il se moque de vous là. Si vous non, dites mais j'avais que... pensé à ça justement. Et ça, bien sûr. Si vous êtes sérieux, vous êtes honnête, vous payez bien votre loyer tous les mois. Mais c'est pas la mathématique. Voilà, exactement. Et on vous cause des soucis comme ça. Hein, vous n'êtes pas obligé de rester chez lui. Hein, des appartements à louer, il y en a plein. Hein. C'est vrai, d'accord. Voilà, monsieur. D'accord, merci. Hein. Mais je vous en prie. Bonne soirée. Merci, monsieur. Bonne soirée. 02 62 566 566. Si vous avez des questions d'ordre juridique, notre avocat, maître Morel, est là pour vous répondre. Alors, on va prendre l'appel suivant. Bonsoir. Alors, il faudrait baisser la télé, s'il vous plaît. Baisser la télé au minimum. Allô? 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 On va prendre la personne suivante. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir maître. Bonsoir madame. Voilà, j'ai un terrain constructible et il y a quelqu'un qui me propose de le prendre et il me propose une dation paiement. C'est-à-dire il fait des parcelles et donc c'est moitié-moitié après. Alors, votre terrain, là, il est constructible, mais il est nu. Oui. D'accord. Et la personne, l'acheteur, vous propose, c'est un promoteur, c'est ça? Oui. Il vous propose de monter un immeuble? Non, c'est pas un immeuble. C'est de faire des parcelles et de vendre les parcelles. Ah, d'accord. Donc, c'est un aménageur. Il se propose de viabiliser les parcelles en faisant la route, amener l'eau, l'électricité. Oui. Et ensuite, il vous donne une ou plusieurs parcelles, c'est ça? C'est-à-dire que je vends les parcelles, mais c'est le notaire qui me paiera, et donc on fait moitié-moitié. Écoutez, madame, moi, dans l'absolu, ça peut être valable. Hein. On peut effectivement payer un prix sous forme de dation. Oui. C'est-à-dire qu'en clair, c'est pas de l'argent que vous récupérez, mais c'est un certain nombre de parcelles qui auront été entre-temps viabilisées. C'est ça? C'est ça la dation, hein, c'est payé en nature. Je compte vendre mes parcelles. Pardon? Je compte vendre mes parcelles, non, mais au lieu que lui, il achète mes parcelles directement, il viabilise le terrain. Non, mais ça, j'ai compris. Oui. Mais si vous voulez, je vous explique. La dation, d'abord, vous expliquez ce que c'est qu'une dation. Oui. La dation, c'est au lieu qu'il vous fasse un chèque pour vous acheter votre terrain. Oui. D'accord? Hein, parce qu'en principe, ça se passe comme ça, il paye le prix. Le prix, là, il est payable non plus en argent, mais il est payable par un service qu'il va amener. Là, en l'occurrence, il va faire des travaux. Oui. Il va faire passer les voies dans le lotissement, il va amener l'eau, l'électricité, peut-être Internet, etc. Oui. Bon. Donc ça a une valeur. Oui. Donc il faut estimer cette valeur, il ne faut pas vous faire avoir. Oui. Il faut estimer, c'est pour ça que soyez prudente. Il faut estimer cette valeur. Et regardez, par exemple, s'il fait 200 000 euros de travaux, qu'il n'estime pas ça à 500 000. Oui. Donc, une fois que vous avez estimé au juste prix les travaux, en faisant faire, par exemple, un devis par un entrepreneur extérieur, s'il y a 200 000 euros de travaux, et que, bon, lui, il peut faire un bénéfice, ça paraît normal aussi. Oui, bien sûr. Hein, et que lui, ensuite, donc, on estime, par exemple, son bénéfice, allez, on dit que ça fait 300. Et que chaque parcelle vaut 100 000 euros. Donc à ce moment-là, il y a 3 parcelles pour lui. Et le reste, c'est pour vous. Vous voyez, tout est une question. Le principe, il peut être valable. Hein, faites-vous conseiller par votre notaire et au besoin par un avocat. Mais là, il faut faire attention, c'est sur les chiffres. Combien vaut votre terrain? Moi, j'en sais rien. Combien valent les travaux que cet entrepreneur il va engager pour viabiliser le terrain? Quel est le bénéfice qu'il va en tirer? Quel est le bénéfice que vous allez en tirer? Donc tout ça, c'est un calcul économique. Et si vous n'avez pas l'habitude des affaires, moi, je vous conseille de vous faire entourer de votre notaire ou de votre avocat. Même si lui, il a son notaire ou son avocat, faites-vous conseiller vous. D'accord, ok.
Mais sur le principe, ça peut marcher. Oui, mais il y a quand même des risques, finalement. Alors, les risques, oui. La première chose, c'est s'assurer que vous avez affaire à un entrepreneur qui est solvable, qui ne va pas mettre la clé sous la porte en plein milieu des travaux. D'accord? Et peut-être s'assurer d'un certain nombre de garanties. Mais ça, c'est justement le notaire ou l'avocat qui peut exiger de cet entrepreneur un certain nombre de garanties. Tout à fait. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Merci, maître. Merci, madame. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Ça vous arrive, vous, qu'on vous demande conseil pour ce genre de choses? Bien sûr. Un avocat est tout à fait habilité à apporter des conseils sur un contrat, parce que c'est un contrat, en fait. C'est un contrat un peu particulier, mais c'est un contrat pour faire une affaire, puisque cette dame, elle a un terrain, mais elle n'a pas les moyens de l'exploiter, et elle trouve un entrepreneur qui, lui, a de la disponibilité en trésorerie. Donc, ça peut être gagnant-gagnant. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça soit déséquilibré. Donc, il faut que ça soit win and win. Il faut bien calculer, etc. D'accord, ok, très bien. Eh bien, on va prendre l'appel suivant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Oui, allô? Oui, on vous écoute. Donc, voilà, je vous appelle. J'ai un mur mitoyen avec mon voisin. Et donc, j'ai refait cette petite pièce l'année dernière. Et la pièce sur un seul pan de mur de son côté, donc j'ai pu visualiser ce qui se passait. Il y a un énorme trou derrière la maison avec un terrain qui est pentu, pas d'évacuation. Donc depuis les fortes pluies, donc mon mur, un seul pan de mur, est devenu vraiment un mur, on aurait dit un dalmatien. Donc j'ai des taches de moisissure partout. Et je voudrais savoir à qui incombe les travaux et comment agir, s'il vous plaît. Alors, si je reprends, madame, vous avez un mur mitoyen avec le voisin. Oui. Vous avez fait faire c'est une pièce, c'est une petite construction qui est collée au mur mitoyen? Il y a une petite... Moi, c'est ma chambre, une chambre à coucher qui est collée. D'accord. Votre maison, elle est collée au mur? Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc là, c'est le mur qui transpire et qui laisse passer l'eau? Tout à fait, oui. Voilà. Et à la suite de quoi? Il s'est passé quelque chose de l'autre côté du mur? Eh bien, écoutez, de l'autre côté du mur, il y a un énorme trou, il n'y a pas l'évacuation d'eau parce que c'est un terrain qui est en pente. D'accord. Avec des escaliers et l'eau stagne dans le coin du mur. Donc, il n'y a aucune évacuation qui a été prévue. Bon. Donc, moi, je me retrouve avec une chambre qui est vraiment pas saine du tout. Je comprends. Et bon, j'arrête pas de mettre des frais dedans, mais j'ai fait tout ce que je pouvais de mon côté. Mais bon, de l'autre côté, il y a un trou béant derrière qui n'est pas fini. Alors, c'est un gros problème. Là, on a eu pas mal d'intempéries ces temps-ci, donc la pièce vous êtes embêté. Alors là, je comprends, vous êtes embêté et c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez contacté le propriétaire d'à côté, le voisin, pour lui montrer ce qui se passe chez vous? Oui, je l'ai invité à venir chez moi, il l'a fait. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ben oui, il voudrait bien, mais bon, ça avance pas plus. Bon, alors, si ça avance pas, madame, vous faites un constat d'huissier, d'accord? Pour savoir ce qui se passe. Si l'huissier peut prendre une ou deux photos derrière le mur, voir qu'il y a un grand trou. Et une fois que le constat est fait, vous allez voir un avocat. Il va falloir faire un référé expertise. C'est-à-dire qu'il faudra demander au tribunal de nommer un expert judiciaire, qui est un spécialiste du bâtiment, qui va venir sur place et qui va analyser les causes techniques des taches de dalmatien qu'il y a sur votre mur. Vous voyez ce que je veux dire? Qui va dire, ben voilà, ça vient peut-être d'un problème de votre toiture, et à ce moment-là, il n'y serait pour rien, ou ça vient, comme vous avez l'air de le suggérer, du voisin qui n'a pas fait les travaux nécessaires pour protéger convenablement son mur mitoyen, par exemple en termes d'évacuation des eaux, et qui va rendre un avis technique. Et sur la base de cet avis technique, votre avocat pourra assigner en responsabilité civile votre voisin pour l'obliger, à faire les travaux à ses frais, et deux, éventuellement, vous payer quelques dommages-intérêts. D'accord. Voilà, mais d'abord, moi, je dirais constat d'huissier, ce qui veut rien entendre apparemment. Comme j'ai une protection juridique... ça marche ça, bien sûr. La protection juridique qui prendrait en charge... La protection juridique va prendre en charge... ou c'est un huissier? Parce qu'on m'avait dit que... La protection juridique... l'huissier n'était pas nécessaire, qu'il fallait un expert en bâtiment. Moi, madame, je vous conseille de faire un constat d'huissier et faire une expertise judiciaire. Pour ça, et les frais il faut activer... d'expertise et d'huissier se prêt à ma charge? C'est pour ça que je vous dis, il faut activer votre protection juridique qui va prendre en charge une bonne partie des frais. Maintenant, après, chaque
assureur, protection juridique, a ses propres règles de fonctionnement, paye à hauteur de temps l'avocat, à hauteur de temps l'huissier. Mais la protection juridique, elle peut être activée et ça doit marcher. Ça sert à ça, une protection juridique. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Bien, ben, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Conseils. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée, madame. Alors, 0262 566 566, on est sur les experts, sur Télécréole. Si vous avez des questions juridiques, Maître Morel est là pour vous répondre. On va prendre l'appel suivant. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, monsieur. Oui, bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Maître Morel. Bonsoir. Je souhaiterais vous poser une question. Allez-y. Concernant, voilà, j'ai acheté un bien. C'était de mes parents d'ailleurs. Et le prix du terrain, en fait, de la cour, une cour, c'était assez dérisoire. Bon, moi, ce que j'ai fait, j'ai aménagé et j'ai fait des logements, en fait. Voilà. Mais aujourd'hui, si je voulais vendre ce bien, concernant la plus-value, comment ça se passe au niveau des impôts? Enfin, je sais que quand on a payé un bien, une somme, et qu'on revend par exemple 3 fois plus cher, ou même 4 fois plus cher, parce que j'ai fait des logements dessus, comment ça se passe au niveau des impôts? Alors, monsieur, d'abord, ce que je peux vous dire, sur le principe, hein, moi je ne pourrais pas vous donner de chiffres parce que je ne suis pas notaire et vous allez devoir passer par un notaire. Tout ce qui est vente de biens immobiliers dit monopole des notaires. Un avocat, il ne peut pas le faire, ni un expert comptable, ni personne d'ailleurs. Bien. Donc là, vous avez acheté un terrain à une valeur X euros. En fait, c'était Allô, excusez-moi. Oui, excusez-moi de vous interrompre. C'était en fait une maison. Oui. Que j'ai agrandi, que j'ai aménagé. Oui, mais vous l'avez acheté au départ. Je n'ai pas de facture d'une entreprise ou tout ça parce que je l'ai fait moi-même. D'accord. Bah alors justement, c'est pour ça que vous allez avoir des problèmes. Je vais vous expliquer. Mais le terrain, vous l'avez acheté au départ. Oui. Donc ça, vous l'avez acheté à une valeur qui est précisée dans l'acte. À une valeur dérisoire du fait que c'est mes parents que j'ai acheté. D'accord, mais bon, voilà. Le problème, il est bien là. C'est que vous avez acheté une valeur X. Là, vous allez revendre à une valeur Y qui est beaucoup plus importante pour 2 raisons. D'abord parce que les prix de l'immobilier ont monté entre-temps. D'accord? Oui. Hein, les prix immobiliers, ils baissent en principe pas. Encore que j'ai déjà vu le cas. Mais c'est rare, ça baisse pas. Ça monte. Et plus on attend, plus ça monte. On est d'accord? Donc, si vous revendez aujourd'hui, le terrain, il vaut beaucoup plus cher. Alors, en plus que vous avez fait des travaux. Donc ça donne une plus-value. J'ai fait le travaux au départ, excusez-moi encore de vous interrompre, au départ c'était tout simplement... Non mais j'ai compris, monsieur, mais vous avez bien fait des travaux. Et j'ai agrandi, mais ça s'appelle pas des travaux ça? Des petits logements. Voilà. Ça s'appelle pas des travaux ça? Oui, c'est le... C'est bien ce que je vous dis, vous avez fait des travaux pour agrandir, faire des logements, etc. Aujourd'hui, si vous revendez, vous allez revendre au prix du foncier actuel, plus au prix des bâtiments que vous avez édifiés sur ce terrain. Oui. Et les impôts, ils vont faire un calcul entre la valeur du départ qui est dérisoire et la valeur d'aujourd'hui du terrain à aujourd'hui, parce que si vous vendez, c'est au prix du marché, hein, plus les constructions. Et surtout, si vous n'avez pas de facture pour les constructions, ben, ça risque de douiller. Hein. Ce que je veux dire, c'est que l'administration fiscale, elle va vous réclamer un maximum. Alors moi, avant de faire quoi que ce soit, hein, pour faire le calcul, savoir quel serait le montant de la plus-value, parce qu'en principe, quand même, au bout d'un certain nombre d'années, la plus-value, elle diminue dans le temps. Hélas, hein, les gouvernements récents ont considérablement augmenté la plus-value. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes taxé à fond sur la plus-value. On estime que c'est un bénéfice que vous faites et on vous taxe de façon très forte. Mais si c'est très vieux, c'est par exemple, je ne sais pas, si ça fait 30 ans que vous avez votre terrain, là, il y a un certain nombre d'exonérations. Mais moi, je ne peux pas vous donner le détail, surtout que ça change sans arrêt. Donc, voyez un notaire et demandez-lui de vous faire un calcul. Hein, quel est le montant de la fiscalité par rapport à la plus-value que vous aurez opérée. Mais ça risque de vous coûter cher parce qu'en principe, si vous voulez, on tient compte de la valeur du terrain de départ et on fait une différence avec la valeur d'arrivée, la valeur de revente. Mais si on a fait des travaux, on a des factures. Hein, en principe, on a fait par exemple 3 maisons, 100 000 euros la maison. Donc on va pouvoir, attendez, on va pouvoir déduire de la plus-value les sous que vous avez amenés
pour faire la maison. Mais là, ce que je crains, c'est comme vous me dites qu'il n'y a pas de facture, vous avez fait vous-même ou vous vous êtes débrouillé, eh ben, je ne sais pas comment vous allez pouvoir justifier. Et vous n'avez même pas de facture de matériaux? Non, vous savez, j'ai fait ça progressivement parce que j'avais un autre métier. J'étais restaurateur, donc je faisais petit peu par petit peu, et j'achetais une vis par-ci, une planche par-là, enfin voilà. C'est comme ça, j'ai avancé progressivement. Oui, vous avez bricolé quoi, au fur et à mesure. J'ai pas pensé comme un idiot. Mais il aurait fallu à minima garder toutes les factures de matériaux, vous voyez, le ciment, etc., les carreaux, les lavabos, etc. Et donc, voyez un notaire parce que vous risquez d'être taxé lourdement sur la plus-value. Voilà, mais faites-vous conseiller par un notaire qui est seul habilité à procéder à une vente immobilière et à vous faire les calculs fiscaux afférents. D'accord, entendu. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci monsieur, bonne soirée. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Hein. Toujours garder les factures de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on... Faut essayer. Ça en fait Alors voilà, ça en fait des papiers, à bon entendeur. On va prendre l'appel suivant. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez les experts. Bonsoir madame. Oui. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Il faudrait baisser la télé, s'il vous plaît. Oui. Voilà, vous pouvez nous écouter depuis le téléphone. D'accord. Voilà. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est pour vous demander que mon mari, nous a acheté une maison étant marié. Et mon mari est décédé. Donc, je voudrais savoir quels sont mes droits, s'il vous plaît. Alors, madame, vous étiez mariée sous quel régime? La communauté? Non, je ne sais pas quoi il veut dire communauté. Moi, Est-ce que vous avez fait un contrat de mariage? Non. Bon, donc pas de contrat de mariage chez le notaire, c'est la communauté. Donc c'est le régime de droit commun, c'est moitié-moitié. Le terrain et la maison, c'était fait quand? Avant le mariage, après le mariage? Le terrain et la maison, c'était fait après le mariage. Après le mariage. Donc ça tombe dans la communauté. Oui. Ça veut dire qu'il y a la moitié pour vous, il y a la moitié pour votre mari. Vous me dites que votre mari, il est mort, si j'ai bien compris. Oui. Bon, donc il y a des enfants, j'imagine. Non, il n'y en a pas d'enfants. Alors, s'il n'y a pas d'enfants, est-ce que votre mari, il a d'autres héritiers? Non, l'héritier, c'est moi. Bon, voilà, donc c'est vous qui récupérez la totalité. À mon avis, il n'y a pas de problème. À votre avis, il n'y a pas de problème? Ah ben non, pourquoi il y aurait un problème? Est-ce que quelqu'un vous demande quelque chose aujourd'hui? Oui, la famille, il demande quelque chose, mais je ne sais pas quoi il veut dire. La famille, mais vous me dites qu'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'autres héritiers? Non, mais je veux dire, il a ses soeurs et frères. Ah, les soeurs et frères vous demandent une partie de votre terrain? Oui, ils veulent mon terrain. Alors, à mon avis, hein, ça n'est pas possible. Et là encore, si j'ai un conseil à vous donner, comme là on est en matière successorale, et là aussi il faut voir un notaire. Oui. Mais moi je pense que s'il n'y a pas d'enfant, si vous êtes marié sous la communauté, s'il n'y a pas de descendants, hein, à mon avis c'est vous qui récupérez la moitié qui n'est pas à vous sans problème. Et renseignez-vous auprès d'un notaire pour confirmer cela. Et je ne vois pas pourquoi les frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans, hein? Ils n'ont pas habité avec vous. Hein? Comment? Et je dis à les frères et sœurs de votre mari, ils n'ont pas habité dans la maison, ils n'ont pas de droit, à mon avis. Hein? Et à votre avis, la moitié de mon mari revient à moi aussi? À mon avis, vous récupérez votre part, bien sûr. Oui. Hein, et la part de votre mari. Eh ben, la maison, il revient à moi totalement. Ça n'a rien à voir dedans. Je pense que oui, mais je suis prudent. Je ne suis pas un spécialiste en matière successorale. Oui. Donc, consultez un notaire. Non, mais je ne sais pas. Moi, j'ai déjà consulté un notaire. Ils disent qu'ils ont un corps dedans. Alors, mais justement, c'est la question que je vous posais. Si vous avez consulté un notaire, qu'est-ce qu'il vous a dit? Que les frères et sœurs ont une partie... Un corps dans la maison. Ah ben oui, voilà. Alors, vous voyez, c'est l'information que je n'avais pas. S'il n'y a pas d'enfant, effectivement, il est possible que les seuls héritiers de votre mari, donc c'est les frères et sœurs, et qu'ils aient droit à une partie. Ça ne veut pas dire que vous allez être obligé de vendre la maison, de partir, hein, parce qu'il y a peut-être, le notaire, je ne sais pas si vous avez bien renseigné, vous avez peut-être un droit de vivre dans la maison jusqu'à la fin de votre vie. C'est ça qu'il faudrait voir. Mais ils ne voudront pas m'emmerder. Ils n'ont pas le droit. Ah non, c'est deux choses différentes. Oui. Si vous avez un droit d'usufruit, un droit de jouissance du bien, même si à votre mort, ils auront droit de récupérer une partie donc de la part de votre mari, puisqu'il n'y a pas d'autres héritiers,
En attendant, moi, à mon avis, vous avez la possibilité d'avoir la jouissance du bien jusqu'à la fin de votre vie. Oui, mais je reste dans la maison tout le temps. Mais c'est ce que je vous dis, il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de C'est ça qu'il faudrait voir avec le notaire. Est-ce que même s'ils ont un droit de récupérer une part de la succession, ça ne vous enlève pas votre possibilité à vous de jouir du bien jusqu'à la fin de votre existence? Non, ils m'ont dit comme ça, vous avez qu'à rester dans votre maison et puis voilà. Mais alors? Mais moi, moi j'aurais voulu vendre, moi. Ah, alors ça, si vous vendez, à mon avis, ils vont récupérer leur part. Voilà la question que vous auriez dû poser comme ça au départ. Voilà, oui, parce que tu t'en ennuyé. Ah, si vous vendent, ils prennent les frais, les seuils, ils prendront leur quart. Oui, mais si je ne veux pas, moi, il reste dans ma maison. Voilà. Et si un jour je veux donner mon... Si vous ne voulez pas vendre, vous restez de votre maison. Mais je voudrais faire une donation, comment faire? Alors, vous donnerez que votre part. Là, non, je donne que ma part. Ah, oui, vous ne pouvez pas donner ça que les pas où. Ah, d'accord. Voilà, madame, merci. On pose question par question. Au revoir. Au revoir. Alors, on va prendre un tout dernier appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Bienvenue. Oui, voilà, moi, on parle créole. Oui, envoyez-vous, madame. Moi, c'est pour ma maman. Elle est décédée il y a plus de 15 ans. Mais au moment de vendre son terrain... Allô? Oui, on vous écoute là. Voilà, au moment de vendre son terrain, la mairie a dit qu'elle n'avait pas le droit de vendre autre que la mairie. Parce qu'il y avait un projet de route dessus. D'accord. Et ça fait... Mais elle avait un locataire sur ce terrain-là. Et ça fait plus de 15 ans, la mairie a acheté. Et le locataire est toujours dessus. Et il n'y a aucun projet qui a été fait. Est-ce que c'est normal? Alors, c'est pas normal. D'accord. Il faudrait voir, si vous voulez, dans quelle mesure... C'était une vente ou une expropriation, vous vous rappelez? Non, c'était une vente. Elle voulait vendre une petite parcelle comme ça, avec un particulier. Mais au moment de faire les documents, on nous a dit que le terrain ne peut pas être vendu par rapport... Il y a un chemin qui doit passer. Mais comment ça s'est passé? La mairie a préempté? C'est la mairie qui a acheté, mais c'est par la société qui En principe, madame, parce que vous savez, une commune, c'est une structure qui a des droits plus importants qu'un particulier. Et une commune, elle peut vous forcer un particulier à lui céder un bien. Ça peut être donc une préemption, ça peut être aussi une expropriation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une commune qui veut faire passer une route quelque part, même si les gens ne sont pas d'accord, elle peut forcer les gens, en les indemnisant bien sûr, à récupérer les biens. Sauf que ce n'est pas possible dans n'importe quelle condition. Oui, parce que normalement, elle percevait un loyer du... Oui, alors ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. C'est pas lié. Si la commune, elle a récupéré le bien pour faire une route et que la route n'a jamais été faite, à mon avis, c'est pas normal. Il y a peut-être une possibilité de vous voir rétrocéder le terrain, mais avec une procédure judiciaire. Comment ça se passe? C'est compliqué. Il faut voir un avocat qui va regarder l'acte, qui va vous dire si c'est possible, oui ou non. D'accord. Mais là, ce soir, je ne pourrais pas vous dire. Pendant 15 années, la même personne est sur le terrain. La maison est améliorée. C'est comme une villa maintenant. Mais le terrain, il est à qui? C'est comme si on a vendu notre terrain pour rien. Et le locataire dont mes parents louaient la maison, c'est une belle maison maintenant. Non mais madame, ça c'est un autre problème ça. Le terrain il est à qui aujourd'hui? Il est à la commune ou il a été revendu par la commune? Le locataire qui était dessus, dont mes parents louaient la maison, elle est toujours dessus. D'accord. Elle a amélioré la maison. Ça c'est un autre problème ça. Ça n'a rien à voir. Ça. Là, il ne faut pas vous mélanger les pinceaux. Le problème de la locataire dessus, c'est la commune qui l'a laissé là. À la limite, c'est la commune de régler la question. Là, le problème vous concernant, il n'est pas là. Le problème vous concernant, c'est de savoir si la commune qui a dû acheter pas cher votre maman le petit terrain, d'accord, pour faire une route, on n'a jamais fait la route, est-ce qu'il est en droit possible d'obtenir une rétrocession? C'est-à-dire que vous récupériez ce terrain ou que vous soyez indemnisé. D'accord. D'accord. Donc là, il faut voir à l'avocat. Là, vous n'avez pas le choix. Là, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir régler comme ça, toute seule, sur un coin de table. D'accord. Voilà. Mais si jamais... Excusez-moi. Oui, si jamais normalement le locataire, lui, il payait un loyer avec la mairie, est-ce qu'ils sont dans leurs droits? Ah, bien sûr, parce que la mairie est propriétaire, donc ils ont droit de... Oui, mais c'est comme si ils ont gagné non, triple... c'est pas comme ça qu'il faut poser le problème.
On va s'arrêter là, c'est pas madame. comme ça que vous posez le problème, puisque si le terrain, non, si le terrain n'est plus à vous, madame, le terrain n'est plus à vous. Là, la question, c'est de savoir pourquoi ils n'ont pas fait la route et est-ce qu'ils ont acheté votre terrain pas cher en faisant croire qu'ils avaient fait une route et finalement, il n'y a jamais eu de route, donc vous êtes lésé. Voilà comment il faut poser la question. D'accord. Merci, allez, au revoir. Merci beaucoup, madame, bonne soirée. Nous sommes à la fin de l'émission, donc on vous invite à nous retrouver mercredi prochain à partir de 19h55 pour d'autres questions juridiques. Bonne soirée à vous sur Télécréole. Professionnels et particuliers, toute l'équipe de ProSoudage vous accueille pour son 20e anniversaire lors de sa 3e édition de Portes Ouvertes les 16, 17 et 18 avril au port. Venez assister à nos conférences et ateliers de démonstration produits pour tout savoir sur les métiers de la soudure et y faire de bonnes affaires. Profitez de ventes flash, de réductions et de nombreuses surprises. Rendez-vous les 16, 17 et 18 avril chez ProSoudage de rue Stevenson au port. Informations au 02 62 43 97 97 ou sur groupeprosoudage.re. Amour au 62 00 et découvre des profils qui correspondent vraiment à tes attentes. Pour un chat sans tabou, envoie vite Amour au 62 00. Vous êtes artiste et vous voulez sortir votre propre disque? Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 06 92 86 59 50. On duplique CD ou DVD à partir de 50 exemplaires. Le code barre est gratuit et on peut même vous le commercialiser. Demandez votre devis et on se charge de vous livrer en 10 jours seulement. 06 92 86 59 50. Qui vous aime en secret? Envoyez secret au 7700. Serait-ce votre ex, ce bel inconnu ou l'un de vos amis? Envoyez secret au 7700, un astrologue vous éclaire. Secret au 7700. Ça y est, le premier rallye de la saison 2015 arrive. Rendez-vous dans l'Est avec l'Asa Bourbon le samedi 21 mars. Télécréole sera encore au cœur de la course pour vous offrir son magazine Rallye les Belles. 2 rendez-vous à noter, mercredi 18 mars à 21h, la présentation avec nos invités suivie d'une rétrospective des rallyes au cours des années 2000. Et mercredi 25 mars à 21h toujours, le 52 minutes de ce rallye de l'Asa Bourbon à ne pas rater. Rallye les Belles! Rallye les Belles avec les Tricolores, avec RS Sport, avec General Auto et avec GNG Location. Bonjour et bienvenue dans le clin d'œil bien-être. Bienvenue dans le clin d'œil bien-être. Bonjour Michel. Bonjour Gladys. Alors si je te dis patate à Durand, on ne parle pas du quartier, hein. Il me semble, on parle d'autre chose. Non, alors on dit patate à Durand ou patate bord de mer. Ouais. Ce sont cette plante qui court sur le sable. D'accord. Avec des grandes feuilles, des tiges, etc. Ok, qui sort de nulle part, on a l'impression. Qui sort de nulle part, mais qui sort quand même de la terre, hein, bien sûr. Tout à fait. Qui se trouve sous le sable. Hein, sur le sable. Qui est à la fois héliophile, c'est-à-dire qui aime le sel, et héliophile également, qui aime le soleil. D'accord. C'est-à-dire à la fois le sel et le soleil. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. J'ai connu cette patate à Durand, cette plante, cette propriété avec Madame Visnelda à l'époque. Hein. On le fait en bain. Alors attention, il ne faut pas faire de tisane avec la patate à Durand. C'était très traditionnellement, c'était employé pour les furoncles. C'est-à-dire pour faire fondre un furoncle. Hein. On écrasait les feuilles, on mettait sur la main. Bon, mais ça sert beaucoup pour les crampes, l'affaiblissement des jambes, et également pour les parties intimes de l'homme et de la femme, mais surtout de l'homme. Il fait chaud ici, donc les mecs, ils ont envie de se gratter des fois, ils ont envie, ça va pas du tout, ils poussent des petits trucs, etc., etc. Hein. Faut pas regarder de trop près. Bon. Eh bien, avec cette patate à Durand, on calme tout, et également pour la solidité de l'anus.
le prolapsus de l'anus qui s'écarte trop. On va resserrer ça avec la patate à Durand. C'est pas formidable? C'était connu de nos grands-pères quand même, de nos grands-parents. Moi, je vais garder le conseil de la patate. Et maintenant, on va voir un chirurgien alors qu'on a la patate à Durand. Je vais garder le conseil de la patate pour les sportifs, pour les crampes. Voilà. Ça va être très bien. Pour les crampes, pour l'eczéma aussi. Pour l'eczéma. Voilà. Bon, ben, en bain, uniquement oui, en bain. J'ai pas dit en tisane, attention. Hein. Voilà. Je te remercie, Michel. Voilà. À bientôt. On peut ajouter de la rose amère avec la rose amère et ça va être très bien ça. Très fort. Merci beaucoup. À bientôt pour le prochain clin d'œil bien-être. La météo du jour vous est présentée par Parabole Réunion. Bonsoir, heureux de vous retrouver en ce mercredi 25 mars, jour de l'Annonciation. Voyons maintenant les prévisions pour demain. Le matin, le ciel est un peu plus nuageux sur l'est que ces derniers jours, avec quelques entrées maritimes. Le sommet du volcan devrait conserver quelques éclaircies. Sur l'ouest, le soleil résiste encore. L'après-midi, la couverture nuageuse se généralise dans les hauts et les cirques ainsi que sur le volcan. Cette nébulosité glisse ensuite vers l'ouest. Quelques averses plus fréquentes dans les hauts de l'ouest sont alors possibles. Vent d'est faible à modéré, mer peu agitée à agitée, houle de sud-ouest voisine de 1,50 m de la pointe de la Table à la pointe des Aigrettes en passant par Saint-Pierre. Demain, nous serons le jeudi 26 mars. Nous fêterons les Larissa. Le soleil se lèvera à 6h23 et se couchera à 18h24. Excellente soirée avec Télécréole. La météo du jour vous a été présentée par Parabole Réunion. Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Gamesland s'est tenu du 14 au 22 mars à la Nordève à Saint-Denis. Weekend Gamers et nombreuses animations ont dynamisé cette manifestation durant cette période de vacances. Animations, expositions, démonstrations, compétitions, découvertes de nouveaux jeux ont permis aux gamers et au public de se rencontrer et de partager la même passion sur les différentes plateformes de jeux. Florence Tonhon et Carole Parquet au micro de Télécréole. On a lancé la première édition en 2011 pour fédérer en fait un ensemble d'associations autour du thème des gaming et en même temps rassembler des passionnés de l'île sur une même surface. Le but de cette manifestation, contrairement aux éditions précédentes, c'est qu'elle est intégrée à une manifestation plus grande public qui s'appelle Gamesland, parce qu'on a un réel souhait d'intégrer le grand public, de lui faire découvrir le jeu vidéo et donc de donner accès à des visiteurs qui seraient peut-être pas venus si c'était resté sous la même forme qu'un festival des gamers en tant que tel, parce qu'on a peur que ce soit vraiment quelque chose de sectaire, ce qui n'est absolument pas le cas. Grâce à un week-end comme celui-ci, on peut se rendre compte que effectivement il y a des puristes qui vont faire leur tournoi, qui vont faire leur LAN, qui ont besoin de leur connexion et qui ont leur propre souris, leur propre casque, leur propre manette, qui se déplacent pas sans leurs ordinateurs. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs amateurs, mais tout autant accros, on va dire. Et il y a aussi ce dont on se rend compte dans ce festival, c'est qu'il y a un pôle de casual gaming, c'est-à-dire tous les jeux vidéo sur tablette et sur smartphone qui se développe et qui rend accessible et à moindre coût le jeu vidéo. Maintenant, tout le monde sur son téléphone joue à des jeux comme Candy Crush ou Petrescu ou n'importe quel autre jeu, ou Angry Birds. Et là, il y a les jeux réunionnais, Speed Intense Island, qui consiste à faire une course sur la route du littoral ou sur les routes de l'île
Donc voilà, il y a même des jeux, il y a tout un pôle qu'on peut découvrir sur le stand de Lillois et du collectif Bouffetang de jeux créés localement par des Réunionnais pour tout le monde, parce que plus il y a de téléchargements, mieux c'est pour eux. Mais voilà, c'est la différence avec les éditions précédentes, c'est vraiment ce pôle casual gaming qu'on peut retrouver chez Orange, notre partenaire, ou sur le pôle de Lillois et Bouffetang. Voilà. C'est vrai que les jeunes s'intéressent de plus en plus à ce mode de communication, c'est assez positif, mais il faut bien entendu limiter le nombre d'heures pour tout jeune. Et aujourd'hui, nous avons eu comme moment fort, nous avons eu une conférence ce matin sur la gamification, c'est-à-dire l'utilisation des spécificités du jeu vidéo comme outil pédagogique, par exemple, comme on peut voir à la Cité du Volcan, les petits jeux pour apprendre donc, le développement un peu du jeu vidéo. Et cet après-midi, on attend un show danse sur le thème Call of Duty qui est proposé par l'association Dance Forever. Voilà. Cette 4e édition a été encore plus riche que celle d'avant, puisqu'on a eu un pôle PC où on a pêché auparavant dans les éditions précédentes. On aura bien entendu une prochaine rencontre l'année prochaine, on l'espère, avec encore plus d'associations et plus de passionnés sur les jeux vidéo. Stéphane Brion, je suis étudiant en 3e année à Lillois en jeux vidéo. Lillois est une école où il y a plusieurs sections comme le jeu vidéo, l'audiovisuel. Il y a aussi animation 2D, 3D et multimédia. La plateforme qu'on voit derrière nous, c'est un appareil de réalité virtuelle. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on a un casque posé sur les yeux avec un écran à l'intérieur qui permet d'avoir une immersion totale dans le jeu vidéo. On est immergé à 100% dans le jeu, on a une vue stéréoscopique à 180 degrés avec un effet de profondeur un petit peu comme au cinéma. Et ce qui se passe, là ceci c'est une démo, en fait c'est un petit peu comme une montagne russe. Et on est spectateur, c'est comme si on était à l'intérieur de la montagne russe. On peut regarder à gauche, à droite, en haut, en bas, comme si on était à l'intérieur du jeu vidéo. Donc, ce que j'ai entre les mains, c'est un appareil de réalité virtuelle, mais qui est différent de l'Oculus Rift. Ça utilise le même principe, mais ça utilise un smartphone. N'importe quel smartphone, que ce soit Android, iOS, n'importe quel système d'exploitation. À partir du moment qu'il y a un gyroscope et une diagonale d'écran minimum, on peut utiliser avec un appareil, avec des lunettes, des lentilles spéciales, permettre de reproduire un appareil de réalité virtuelle. C'est une expérience vidéoludique similaire, mais à moindre coût et beaucoup plus accessible. N'importe qui a un smartphone peut aujourd'hui avoir une expérience de réalité virtuelle. Mathieu, vous avez testé cette machine, votre impression? Franchement, c'est immersif, on sent vraiment les mouvements, on sent vraiment la 3D, enfin on sent vraiment comme dans le jeu, quoi, c'est tout. C'est franchement bien. C'est quoi, c'est un personnage de jeu? C'est un personnage de jeu vidéo qui s'appelle League of Legends. Voilà. Okay, et vous? Alors moi je suis déguisée en Riven, donc pareil, du même jeu vidéo de League of Legends. Et ce jeu on le retrouve sur les différentes plateformes? Alors il est uniquement sur PC en fait, donc il se joue en ligne. On a eu du coup un réseau, une LAN ça s'appelle de ce jeu là, donc une compétition de ce jeu hier. Et nous avec notre groupe donc, qui s'appelle les Métamorphosis, on a décidé de tous venir sur le thème League of Legends aujourd'hui pour mettre un peu de fun à ce week-end et supporter les joueurs hier. Alors je suis cosplayée dans un personnage qui est dans la série, le manga Yu-Gi-Oh! Qui s'appelle Seto Kaiba. Et dans le personnage, dans l'histoire, c'est un personnage qui est assez arrogant, donc je suis censée être quelqu'un de très hautain. Et il a inventé le disque de Jul que j'ai sur le bras gauche là. Et en fait, avec ce disque, on peut faire des jeux de cartes. On peut se battre en duel avec des cartes. Je m'appelle Eugène David et je joue à Counter-Strike Global Offensive. Bonjour, moi je m'appelle Benjamin et je joue sur Counter-Strike Global Offensive. Bonjour, je m'appelle Edouard, je suis joueur sur PC, je joue à un jeu qui s'appelle Counter-Strike Global Offensive, donc c'est un jeu de tir. Déjà j'ai commencé donc, notamment à jouer un peu avec les gens de mon âge qui étaient dans mon quartier, et puis les gens de ma famille surtout, qui étaient vraiment impliqués, qui adoraient ça aussi, donc j'ai commencé notamment comme ça, et puis je suis très vite passé de la console à l'ordinateur pour continuer, quoi. Personnellement, hier on en discutait avec des gens de mon équipe, on aimerait bien aussi revenir un petit peu à l'époque un peu old school, un petit peu ancienne, là où c'était entre amis, il y avait des bonnes équipes, on appréciait un petit peu de bons moments. Et je pense que, vu que j'ai un petit peu fait des compétitions aussi en métropole, ça fait quand même 12 ans que j'habite à La Réunion, mais j'ai passé 2 ou 3 années en métropole, j'ai pu faire quelques LAN en métropole.
je pense qu'en fait, si les LAN métropolitaines sont vraiment sont un peu trop grandes en fait aussi, donc le côté social est un petit peu plus oublié en fait. Et là, le fait qu'on se connaisse tous entre joueurs, ça fait des années qu'on joue contre ou ensemble. Je pense que ça crée un petit peu des liens qui sont plus importants et au niveau local, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important aussi. Donc le groupe Caprine Pays. Donc nous est situé exactement 6 Paris. Donc nous est composé de base de 5 danseuses. Voilà, donc ça fait 2 ans, nous dansons un peu, Sega, Malouya. Nous fait aussi par contre Cérec Soukous, d'autres musiques traditionnelles aussi, la Réunion tout simplement. Le but de notre groupe en fait, donc c'est de faire découvrir en fait toutes les musiques réunionnaises en France, à Réunion, partout. Bonjour, je m'appelle Ibtissem, je suis tunisienne. J'ai commencé à m'intégrer dans la culture créole, c'était par rapport à mon mari au départ. Ensuite, j'ai connu ma belle-sœur par laquelle elle a créé l'association Caprine Pays. Donc j'étais intéressée. J'ai essayé de danser, bon je danse pas encore super bien, mais ça me fait plaisir de danser. C'est vrai que cette culture n'est pas assez ouverte, qu'il y a pas mal de personnes qui ne connaissent pas du tout la Réunion. C'est une belle île, j'y suis déjà allée pendant 1 mois et demi en vacances et c'est une île magnifique à découvrir. La danse, il y a plusieurs mélanges de danse, il y a même par exemple le dancehall qui peut être aussi réunionnais. C'est vrai qu'à la base on connaît le dancehall par tout ce qui est entier, mais il y a du dancehall réunionnais et on en fait partie, on le danse. À découvrir un petit peu mon groupe, en tout cas mes remercie Azote ainsi que Télé Créole. Donc après voilà, comme vous êtes là pu entendre, surtout faut pas hésiter. Si vous êtes là besoin de contact à nous, nous sera là. Donc mais c'est vrai que même si nous là en France, voilà, nous les présents, nous essayons de mettre la Réunion en l'air aussi. Donc vraiment, n'hésite pas, nous sur Facebook, Caprine Pays, ou après par téléphone, il ne faut vraiment pas hésiter. En tout cas, merci encore à toutes, merci Télé Créole, big up la Réunion. Bonjour, moi c'est Sébastien, je représente la société aujourd'hui Drone Visite. Nous sommes présents au Salon du Tourisme pour présenter notre activité qui est la prise de vue images et vidéos aériennes avec des drones. Donc voilà, nous sommes ici pour présenter un petit peu l'activité des drones à La Réunion et puis montrer un petit peu ce que les drones sont capables de faire au niveau visuel et voilà, donc information du public et puis créer des contacts aussi. Et voilà, essayer de faire des belles images aussi tout à l'heure, voilà, et pour promouvoir un petit peu le salon du tourisme. Donc la société a été créée en début d'année. Donc il faut savoir qu'au début de l'année, il y avait environ 5 ou 6 prestataires drones sur La Réunion. À l'heure actuelle, on en compte environ une petite vingtaine. Donc voilà, le secteur des drones est en pleine explosion à La Réunion et voilà, on va en voir de plus en plus.
Et c'est clair que la Réunion et le relief et la beauté de l'île avec ses pitons et ses cirques nous a clairement motivés à nous orienter là-dessus. La richesse de la Réunion est telle que les images aériennes prennent tout leur sens. On peut avoir des paysages magnifiques en haut du piton de la Fournaise, en haut du piton des Neiges. On peut avoir également des paysages magnifiques à Mafat et on a le côté lagon après à Saint-Gilles. On a le côté après sud sauvage avec la végétation. En fait, tout est fait à la Réunion pour que les images de drone soient magnifiques en fait. Nos clients, à nous, ce sont des boîtes de production qui veulent faire des documentaires à La Réunion. Ce sont des télévisions, ce sont après, dans le secteur touristique, ce sont des hôtels, des gîtes, des activités liées à l'extérieur, à la nature, liées à la mer également. Voilà. On intervient un petit peu partout dans La Réunion, que ce soit en montagne, sur la côte ou en pleine mer. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole. Télécréole et Télémac Plus vous proposent les carnets de Bianca. Restauration, des meubles et la cuisine. Elle va nous faire partager ses passions. Retrouvez sur Télécréole les carnets de Bianca. Il était une fois Cordera, Llobrega, documentaire sur la vie d'un petit village aux alentours de Barcelone qui donne l'occasion de parler de décoration et de cuisine. Diffusion samedi 28 mars à 20h30 et rediffusion mardi 31 mars à 17h30.